Voici l'état du monde à l'époque, le 30 avril 2020. Pour rappel, c'était vraiment le pic de la pandémie au niveau mondial. Et ici, sur cette carte, qui est une carte qui est fournie par l'UNESCO, qui a donc répertorié les fermetures partielles ou totales des écoles et universités à travers le monde, montre quels ont été les pays ou les continents qui ont été affectés par ces fermetures. Et grosso modo, au 30 avril, on a eu un véritable pic, puisque à ce moment-là, 194 pays ont appliqué les mesures, soit totales ou partielles, et cela a touché 94,1% de la population mondiale étudiante au monde. Donc, ce qui est un chiffre énorme. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que finalement, la situation s'est pas forcément énormément améliorée, puisque si on commence à mesurer ici à partir de mi-février, lorsque les choses sont apparues en Chine, et donc la Chine a été la première touchée avec une fermeture partielle suivie par une fermeture totale, eh bien, beaucoup de pays ont suivi. Donc, comme on l'a vu en avril, on a eu ce pic fin avril. À la veille des vacances d'été, on était à 78% de la population mondiale. À la rentrée, on a atteint les 76,3% de la population. Et aujourd'hui, en moyenne, les mesures, qu'elles soient partielles ou totales, couvrent à peu près 28 pays pour plus de la moitié de la population étudiante. Donc, la réalité du Covid est toujours là et elle impacte encore très largement le monde de l'enseignement, notamment en France, puisque tout au moins dans mon coin, l'université de Sorbonne est actuellement fermée. Et donc, tout se passe en ligne, même si, en raison de certains collègues qui ont encore du mal à faire la transition digitale, souhaitent la réouverture des campus juste pour les examens. Parce que voilà, donc la semaine prochaine, le campus sera ouvert pour créer un nouveau cluster en Île-de-France. Mais voilà, c'est les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, donc tout ça pour dire que aussi, ce qui est assez marquant durant ces événements-là, et c'est ce qui s'est passé en France, mais aussi dans beaucoup de pays d'Europe, c'est que les décisions de fermeture ont été annoncées à quelques jours de leur application. C'est-à-dire que je me rappelle qu'en France, même si on sentait venir, on a été informé vendredi que lundi on fermait. Et ça a été le cas dans beaucoup de pays. Donc finalement, en tant qu'enseignant, mais aussi en tant qu'étudiant, on s'est retrouvé face à cette problématique de pouvoir s'organiser à la dernière minute. Quelque part, je ne sais pas si c'était volontaire pour certains. Pourquoi? Parce que même en septembre, tout le monde avait crié hurrah en Europe et pensait que ça y est, c'était terminé et qu'on était à l'abri. Manque de bol, en octobre, fermeture à nouveau. Et de collègues qui lèvent les mains au ciel et disent moi, je ne sais pas quoi faire. Bon, voilà, la dernière fermeture était en mai, la suivante était en septembre. Entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Peu importe. Alors, l'UE dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est une nouvelle UE. Elle a été lancée en septembre 2020. Elle a 248 inscrits, donc ce qui est un volume assez généreux, et elle résulte de la fusion de deux UE, d'accord, précédemment proposées. L'une était optionnelle et j'en étais responsable. Et de cette fusion résulte donc cette nouvelle UE qui est obligatoire. Et ce qui est intéressant, c'est que sachant qu'elle a été nouvellement proposée en septembre, et qu'on a dû fusionner des programmes, on a pu mettre le programme à plat et le concevoir dans le contexte du Covid. D'accord. Donc, j'ai été l'instigateur de cette approche en essayant de convaincre mes collègues qu'effectivement le Covid n'était pas parti et que du coup on avait fait des choix, à savoir des cours magistraux sur Zoom, on verra, transmis en direct, enregistré dans le cloud. Un contrôle continu, et quand je dis continu, il est continu. Ça veut dire que c'est hebdomadaire et c'est réalisé sur Moodle sous la forme de devoir. Donc, je peux présenter ça aussi. Et les examens, que ce soit le partiel qui a eu lieu il y a une semaine ou l'examen final, à nouveau seront en ligne, puisque Macron nous a annoncé que les réouvertures ne seraient pas avant le 20 janvier des universités. Donc, examen surveillé sous Zoom, comme je vous vois là, sauf que tout le monde met sa caméra. Et on compose sur Moodle. Donc, le programme hebdomadaire de l'UE est assez simple. Donc, ici, tranche par semaine. On commence le lundi par un cours magistral qui est suivi par un devoir que les étudiants ont une semaine à réaliser, sachant qu'il est ouvert sur Moodle et qu'ils ont 2 heures pour le faire, dont l'énoncé n'est disponible qu'à condition que le devoir soit disponible, soit ouvert. Ils ont une tentative. Et par la suite, dans la semaine, comme on fait en France, un TD qui là est découpé en deux, avec un premier TD qui donne les réponses aux devoirs de la semaine précédente, suivi d'un TP. Et là aussi, le TP, pour motiver les étudiants à produire quelque chose, ils doivent fournir un rapport, qui est un rapport qu'ils doivent
fournir sur Moodle. Et à nouveau, ce n'est pas un fichier PDF qu'on upload. Non, c'est vraiment des réponses qu'on remplit sur Moodle et que Moodle, je le répète, autocorrige. D'accord? Donc, ce qui fait qu'effectivement, on a pu comme ça avoir deux types d'épreuves, que ce soit les devoirs, d'accord, ou les TP, de façon à ce que de manière hebdomadaire, il y ait un suivi qui est rendu possible grâce à autocorrection. Donc ici, vous voyez que Moodle est utilisé de manière assez extensive. Pour les enseignements, comme je l'ai dit, donc les cours sont de 1h45, transmis en direct sur Zoom, un peu comme cette conférence, et parallèlement enregistrés, ce qui fait qu'à l'issue du cours, il y a un lien qui est mis sur la page de l'UE, qui est une vidéo streamée, mais pas seulement, j'en parlerai tout à l'heure, où ils peuvent revisionner le cours. D'accord? Donc le choix, j'aurais pu tout à fait faire le choix d'enregistrer de manière asynchrone le cours et mettre l'enregistrement à disposition. Je suis quand même en faveur, lorsqu'on est dans le même fuseau horaire, qu'une transmission en direct, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, en tout cas pour une majorité d'étudiants, je le montrerai tout à l'heure. Les TD également sont transmis en direct sur Zoom, puisque l'université est fermée, donc on ne peut pas se retrouver dans une salle de TD. Ce qui n'est pas plus mal, parce que croyez-moi que 40 étudiants en ligne, c'est plus sympa que 40 étudiants dans une salle. D'accord? On n'est pas à Versailles, donc les salles sont petites, même à Sorbonne, même si on est dans le quartier latin. Donc, TD sur Zoom, enregistré pour certains. Les miens sont enregistrés, d'autres collègues refusent d'enregistrer. Bon, ben, c'est un choix personnel. Et des TP, donc 1h45 de TP, encadré sur Zoom, donc l'étudiant est sur sa machine, tourne Zoom en parallèle et j'inspecte ou je l'aide de façon par partage d'écran à voir ce qu'il fait et à pouvoir lui faire des retours en annotant son écran ou en lui faisant des retours, ou même moi, je partage mon écran pour lui montrer grosso modo comment procéder s'il est bloqué. À l'issue de ce TP, donc à nouveau un rapport soumis sur Moodle, au même titre que les devoirs qui ont lieu de manière hebdomadaire. Et à nouveau, je le répète, ce sont des devoirs qui sont disponibles durant la semaine, mais ouverts uniquement pour une durée de 2 heures. Donc, ce qui fait que l'étudiant n'a accès à l'énoncé qu'à l'ouverture du devoir, et au bout de 2 heures, quoi qu'il en coûte, le devoir se ferme, qu'il ait mis ses réponses ou pas. Et la note est automatiquement générée après. Donc, le travail personnel, donc, ce sont principalement les devoirs à la maison. Donc, il y en a 11 au total pour chaque semaine. Donc, sur Moodle, juste après le cours magistral, pour le réaliser, ils ont 2 heures et ils ont une seule tentative. D'accord? Donc, l'énoncé n'est disponible qu'à ce moment-là. Idem pour les TP, donc ce sont des devoirs, c'est ce qu'on appelle des devoirs sous Moodle ou des tests en anglais. Pareil, hein, c'est ouvert pendant la durée du TP. À nouveau, une seule tentative et l'énoncé est disponible à ce moment-là. Donc voilà, pour la validation des connaissances. Donc du coup, le contrôle continu dont je viens de parler compte pour 30% de la note. Ils ont également un projet de programmation qu'ils doivent réaliser au long du semestre. Donc, ils soumettent pour cela leur code, un rapport écrit et une présentation orale enregistrée. Donc, ils postent leur présentation. Donc, inutile de faire un truc en live. Donc, les questions, les réponses, on les a dans le rapport. Donc, eux font une espèce de démo en ligne de 10 minutes qu'ils postent. D'accord? Donc, on a un système sur YouTube où les vidéos sont privées, mais ils peuvent poster dans un channel. Donc, c'est assez pratique. Et bien évidemment, les deux épreuves très classiques, le partiel qui compte pour uniquement 20% de la note totale et un examen final de 30%. Donc dans ce cadre d'épreuves surveillées sur table, c'est fait à distance, donc surveillé sur Moodle, surveillé sur Zoom et composé sur Moodle. Donc ce qui est intéressant ici de voir, c'est que bien évidemment, la partie classique qui normalement pour la plupart des UE, en tout cas à Sorbonne, constitue la note totale, d'accord, 4 heures d'épreuve pour évaluer un semestre de travail. Il y a des collègues qui font ça, d'accord, 4 heures d'épreuve pour 6 mois de travail. Ben, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on compte tout ça pour 50% de la note, d'accord. Le reste, c'est du travail quotidien, hebdomadaire, qui nous permet de savoir si l'étudiant a travaillé et il a progressé. Alors, je sais que certains sont déjà en train de dire « Ouais, mais les devoirs à la maison, c'est pas terrible parce qu'ils trichent. » Je reviendrai là-dessus, mais peu importe, c'est un risque que j'ai pris, puisqu'il me semblait que je me devais, du point de vue des étudiants, d'accord, d'avoir cette proposition-là, notamment dans le cadre du Covid. Donc, Moodle, qu'est-ce que c'est? J'imagine que là, le public est plus ou moins déjà familier pour ceux qui le font. Moodle, c'est juste une sorte de ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, on peut y gérer nos participants, d'accord, pour avoir la liste des emails, pour pouvoir communiquer avec eux, pour poster des informations, des annonces.
pour gérer les notes. Donc, les devoirs sont notés, les notes sont publiées sur Moodle. Donc, à la fin, j'ai un espèce de beau tableau qui me permet de gérer de manière assez détaillée chaque étudiant, connaître leur progression, des graphiques. Et pour chaque cours ici que j'ai divisé en chapitres, eh bien j'ai quoi? J'ai des fichiers PDF. Bon, bah, ça, très classique, qu'on peut faire sur n'importe quelle page web. Sachant qu'ici, ce qui est intéressant, c'est sachant que le TD, par exemple, ici, reprend l'énoncé du devoir, eh bien ce que je fais ici, c'est que je ne le mets disponible qu'à condition que le devoir a été soumis. D'accord? Donc l'énoncé, ils n'y ont accès du TD qu'à partir d'une certaine date. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que l'on a, ce sont des liens, des URL. Ici, ce sont mes enregistrements Zoom, que ce soit les enregistrements des TD ou des amphis. Donc, je poste le lien qui pointe vers une vidéo qui est dans le cloud de Zoom. Donc, avec un password, mais aussi au niveau de Zoom, il faut s'enregistrer, donc ce n'est pas public. Et d'autre part, les fameux devoirs dont je vous ai parlé. Donc, par semaine, comme vous voyez, donc ici, le devoir qu'ils doivent soumettre. D'accord? Donc quelque chose de très classique, mais à la fois un outil où finalement je peux faire beaucoup de choses au même endroit. D'accord? Gérer mes participants, communiquer avec eux, poster des informations, des documents, leur demander de soumettre eux-mêmes des documents, mais aussi des devoirs qu'ils peuvent remplir en ligne sous la forme d'un formulaire. Donc Moodle, moi, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que je l'utilise, je sais que Pascal aussi en est un adepte, c'est la possibilité de faire des tests autocorrigés. Par test autocorrigé, bon, c'est un bien grand mot, mais en informatique, c'est quelque chose qui est assez pratique. Par exemple, moi qui suis en réseau, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on rédige une réponse et ensuite on peut suggérer à Moodle quelle en sera la réponse. Donc ici, j'ai une espèce de syntaxe assez simple en tacolade où j'indique les points qui vont être pondérés dans une question. S'il y a plusieurs réponses, la pondération de chaque réponse, le fait que c'est une short answer et l'adresse IP qui est ici celle du LIM. Donc je leur demande quelle est cette adresse IP. Donc ils la remplissent. Moodle fait un matching. Donc on peut utiliser des wildcards ou des choses un peu plus évoluées pour les réponses qui nous permettent donc de suggérer un certain nombre de réponses. En plus des short answers, j'ai les multiple choices, donc ça veut dire que je peux leur suggérer une liste de réponses qu'ils vont choisir ou même leur demander des réponses numériques. Les réponses numériques avec une certaine précision pour la virgule. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que pour chaque réponse, j'ai la possibilité de leur donner une rétroaction, si je le souhaite, leur donner un feedback. Donc ça, c'est en cas de tentative multiple. Je peux les aider à trouver la bonne réponse s'ils se trompent 2 ou 3 fois. Donc ça peut aider aussi si on veut faire quelque chose d'un peu plus encadré et de moins près. Et ensuite, je peux suggérer plusieurs types de réponses avec des réponses qui, elles, comptent partiellement, là, la moitié, ou qui sont totalement fausses et je peux retirer des points. Donc, vous voyez, il y a un niveau de détail ici qui est assez intéressant, qui fait que l'autocorrection, je n'ai pas vraiment besoin de revenir sur la copie si j'ai bien conçu mon énoncé. Donc, finalement, je gagne beaucoup de temps sur la correction, certes, mais pour concevoir, c'est là où je mets tous mes efforts. Et à mon sens, corriger, bon, j'ai déjà travaillé pour les facs américaines, c'est pas mon rôle. Ils payent des correcteurs. D'accord? Moi, je conçois l'examen, une personne la surveille, une personne le corrige. Donc ici, je trouve que on retrouve un peu notre rôle, d'accord, d'enseignant, où finalement concevoir un devoir, c'est plus important que juste prendre un stylo rouge et faire la pervenche. Bon, moi, ça m'intéresse et c'est pour ça que je l'ai développé et que j'ai 11 devoirs et 9 TP. Derrière, donc j'ai Zoom. Donc vous avez la même fenêtre que moi. Vous avez quoi? Vous avez la galerie des participants. Donc ça, c'est assez pratique. Donc à condition que l'étudiant souhaite partager sa vidéo. À mon sens, bon, moi, c'est pas une contrainte. Je leur impose pas. Je peux comprendre que chez eux, ils veulent garder une certaine, comment dire, une certaine un certain anonymat. Je peux comprendre. Moi, ce que j'utilise, c'est bien évidemment la liste des participants pour voir qui est là, pour les rendre muets, etc. Le chat qui est excessivement important. Donc là, d'ailleurs, j'ai pas gardé l'œil sur le chat pour voir si j'ai des messages. On voit pas la réunion. Ah oui, effectivement, on voyait pas la réunion. Désolé Thierry. C'est l'UNESCO doit compter que c'est la France. Et quoi d'autre? Et le fait que comment dire, qu'ici, donc j'ai le chat qui me permet de recevoir des réponses également en privé. Des réponses, pardon. Des réponses si je pose des questions, mais également les questions des étudiants. Donc si un étudiant ne veut pas me couper à l'oral ou si j'en ai 300, bon ici j'en avais pas beaucoup, j'en avais un peu moins de 60, donc c'était l'an dernier en master, mais un étudiant peut tout à fait utiliser le chat pour me passer une question en privé, d'accord, s'il a honte de poser la question en public. Sauf que je peux pas faire en amphi. En amphi, il faut lever la main. Il est tout au fond, je l'entends pas, il n'a pas un micro. Bon, finalement, quand j'ai 300 étudiants en amphi, surtout s'ils sont masqués, c'est pas possible ce genre de choses. Alors que là, j'ai vraiment la possibilité d'interagir de manière personnelle avec une personne
d'accord? Et chose qui est assez intéressante. Et tout le monde peut voir la question si elle est en public. Et ma réponse par la même. D'autre part, ici, donc, j'ai le contrôle bar hein, qui me permet donc de savoir, de partager mon écran, de voir les participants, d'inviter les personnes, d'enregistrer. Et les fameuses réactions ici. Bon, en tant que personne qui parle, pas vraiment. Mais moi, ce que je peux faire, c'est poser les questions binaires et leur dire est-ce que vous avez compris ou quelle est la réponse à telle question. C'est binaire. Mettez un pouce si vous avez compris. Applaudissez si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse. Et donc, généralement, bah, ça permet de mesurer l'interaction des étudiants et voir à quel point ils participent. Donc, quand je vois des pouces qui mettent 3 heures à s'afficher, c'est que l'étudiant n'est plus là ou qu'il était à l'autre bout de la pièce à faire autre chose. Et donc, ça, c'est un bon moyen de mesurer, grosso modo, le degré d'attention des étudiants. Et je le fais assez régulièrement. Généralement, j'ai toujours des cours où j'aime interagir avec le public. Et là, ça me le permet avec un degré de flexibilité beaucoup plus important que dans un amphi. Donc, Zoom, quelques petits mots, mais j'ai pas envie d'entrer dans les détails. J'ai un article dessus, donc vous pouvez aller lire si ça vous intéresse plus. Donc, un cours, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une réunion que je peux programmer de manière hebdomadaire récurrente. Donc, j'ai pas besoin de poster le lien toutes les semaines. D'accord? Ça peut être récurrent. Donc, toutes les semaines, le lien est toujours actif à un instant précis. Donc, je peux inviter les participants, donc les étudiants, démarrer ou arrêter la réunion, bien évidemment. Je peux également, concernant les participants, donc les rendre muets, chose que je peux pas faire en amphi. Hein. Faire taire un étudiant, parfois, ben, il faut répéter 100 fois. Là, si je suis pas content, ben, je clique muet, c'est tout. S'il veut bavarder, tant mieux, tant pis pour lui. Cacher la vidéo, ben ouais, en amphi, faire sortir un étudiant, ben, à moins de sortir les gros bras ou la sécurité, ben, c'est pas facile. Donc, si j'ai un élément perturbateur, le faire sortir, si j'en arrive là, ben, là, c'est facile, je peux couper sa vidéo ou même l'exclure de la réunion, même si c'est pas forcément pédagogiquement très acceptable, mais c'est quelque chose qui est faisable, qu'on ne peut pas faire qu'on peut pas faire en amphi. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je peux gérer mon public de façon à les mettre en salle d'attente. Donc, par exemple, quand je veux faire une sorte de consultation copie, je peux les avoir dans une salle d'attente, les faire passer un par un et les remettre en salle d'attente, donc sans les faire sortir de la réunion. Donc ça, c'est assez pratique. Ou je peux même diviser mon public en plusieurs groupes qui ne se voient pas et qui ne s'entendent pas. Et moi, je fais satellite pour faire du genre une sorte de travail en équipe. Donc ça, c'est aussi assez pratique. L'autre chose qui est excessivement importante, j'en ai déjà parlé avec les emojis, c'est que je peux recevoir des feedbacks. Le feedback, ça peut être visuel, parce que là, je vois Olivier, par exemple. D'accord? Donc, c'était toujours agréable de les voir. Mais également, ils peuvent parler, donc à l'audio. Donc, ils peuvent unmute leur micro et parler, mais également faire un feedback textuel, puisqu'ici, ils peuvent me chatter des réponses, mais également click-based. Donc, je peux suggérer des questions. Donc là, je peux ajouter à la volée une sorte de sondage qui peut être une question où je fais des propositions un peu comme quand je veux, comme quand qui veut gagner des millions, où je fais appel au public avec 4 questions et ils en choisissent une et je regarde qui a choisi la réponse A, B, C ou D. Donc ça, c'est assez pratique. Donc c'est du click-based. On a déjà ça en amphi avec les petits boîtiers. Je ne sais pas si vous avez assez à la réunion, mais voilà, les petits boîtiers qu'on distribue aux étudiants, qu'on reprend à la fin de l'amphi, qu'on comptabilise pour être sûr qu'il n'en manque pas un. Et on installe un software pour capter les ondes du clic. Ben là, ça se fait directement dans Zoom. D'autre part, donc, la possibilité d'enregistrer. Donc, moi, j'ai toujours voulu être enregistré en amphi. Ben, il faut faire appel à une cellule spécifique qui va venir avec des caméras pour nous filmer. Bon, les amphis sont pas forcément toujours bien équipés avec des caméras. Les caméras sont pas forcément de bonne qualité. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je fais l'enregistrement, l'étudiant peut avoir le choix entre télécharger la vidéo complète, soit le fichier MP3 sous la forme d'un podcast, soit, et ça c'est assez incroyable, j'ai une transcription de ce que j'ai dit à l'oral sous forme textuelle. Donc, si je veux, à l'issue de mon cours, faire un cours, des notes de cours, je prélève le texte que Zoom a fait et je peux le poster en faisant quelques corrections si jamais il a mal fait. Mais moi, j'ai déjà essayé ça en anglais, ça marche de manière sensationnelle. Donc, typiquement, je peux également exporter une transcription de ce que j'ai dit à l'oral. Donc, ça, c'est vraiment remarquable. Et bien évidemment, des rapports qui concernent ce qu'on appelle en anglais la métrologie de mes enregistrements, ici les analytics, qui permet de savoir qui, quand, quoi regarde mes enregistrements. Donc, pour savoir si oui ou non ils servent à quelque chose, etc. Donc, c'est toujours important de voir ce que fait l'étudiant hors de la classe. Je pense qu'en tant qu'enseignant, notre rôle ne se cantonne pas aux 4 murs d'une salle de TD. On ferme la porte, c'est terminé. Non, il y a un suivi à faire derrière et je pense que c'est là où notre rôle est le plus important. Et pareil, concernant les réunions, ben, j'ai le rapport qui me permet de savoir qui a participé. Donc, faire l'appel n'est plus un problème, puisque je sais exactement qui a été là pour quelle durée. Pas de souci avec ça.
Jusqu'en avril 2021, il y avait même un espèce de score qui mesurait l'attention de l'étudiant. Bon, il a été supprimé depuis parce qu'il a posé beaucoup de problèmes. Il a créé un grand tollé aux États-Unis lorsque les États-Unis sont passés en confinement et que les universités ont utilisé. J'ai fait des mesures là-dessus parce que j'utilisais déjà Zoom avant avril, avant qu'ils les suppriment. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'ils les ont supprimés même des rapports antérieurs. Donc, c'était tellement problématique. Donc, j'avais fait j'avais comment dire, enregistré ce score et j'ai même mesuré pour voir si oui ou non le score était quelque chose de pertinent. Sachant que le score, finalement, je vous le dis, hein, c'était pas terrible. C'était juste que lorsque vous aviez une fenêtre devant Zoom et que Zoom n'était pas en première fenêtre, ben, il considérait que vous étiez plus attentif. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que finalement l'étudiant prenait des notes à côté dans une autre application? Bon, j'ai montré que c'était pas forcément très pertinent, donc finalement la perte de cet outil n'était pas forcément quelque chose de mal. Mais ça permettait de voir dans la liste des participants si l'étudiant était présent ou pas, donc, et on pouvait l'appeler nominativement, chose qu'aujourd'hui on peut faire au travers d'une réaction. Par exemple, je peux dire Pascal, est-ce que tu suis? Et s'il me met pas un pouce dans l'immédiat, ça veut dire qu'il est en train de manger un morceau dans la cuisine. Ah non, mais voilà, il est là. Donc voilà, c'est parfait. Donc comme ça permet de mesurer un peu voir si les gens s'endorment. Pas seulement s'ils sont partis, c'est aussi peut-être de ma faute pour savoir si j'ai besoin de faire un petit rappel. Et ensuite, bien évidemment, les résultats après coup des questionnaires que j'ai suggérés. Donc, comme vous voyez, c'est un outil où finalement tout est intégré. Donc, alors on peut, j'ai entendu dire oui, mais c'est chinois, c'est machin, c'est tout ça. Mais aujourd'hui, moi, en tant qu'enseignant, j'ai un outil qui me permet de faire des choses que si je voulais transposer en amphi, et ce que je vous montrais dans un autre tableau, c'est assez compliqué. Donc, concernant la participation et le feedback des étudiants, donc on en a plusieurs types, visuel, verbal, audio et textuel ou clic, d'accord. Donc ça, c'est des choses que le participant peut éventuellement avoir accès à condition que je peux le bloquer. Par exemple, quand je suis en examen, je ne vais pas autoriser le chat au cas où un étudiant veuille envoyer en privé, par exemple, les réponses à son camarade. Donc ça, je veux le bloquer. Je peux également dire que bon, voilà, j'ai pas envie que les participants mettent leur vidéo inutile, donc je peux leur bloquer la vidéo même avant que la réunion commence. Le partage d'écran, ben, en amphi, les étudiants n'ont pas besoin de partager leur écran, donc je leur bloque. Donc, vous voyez, il y a un nouveau détail aussi qui me permet de paramétrer les choses. Donc, juste, ça, c'est dans un article. Donc, je vous laisse le dire si ça vous intéresse. J'ai fait une analyse qui montre ce que je peux faire en ligne grâce à Zoom. Est-ce que c'est transposable facilement en amphi? Et là où vous voyez des astérix, ben, c'est possible, mais pas forcément simple. D'accord? Donc, par exemple, enregistrer, oui, je peux en théorie. Mais il faut que je mette ma caméra, il faut que je reste devant ma webcam assis. Et il y a des collègues qui ont fait ça depuis octobre. Plutôt que de rester chez eux, ben, ils faisaient un cours en amphi en étant devant l'ordinateur et leur webcam comme ça, alors qu'ils ont 100 personnes en amphi et ils restaient assis à leur table pour qu'ils puissent enregistrer. Je comprends pas. Alors, autant tout faire en ligne. Alors, si c'est pour rester assis sur une chaise et parler à une caméra, les camarades qui sont en ligne n'entendent pas les gens qui sont présents et leurs questions. Je bouge pas parce que si je vais au tableau, on me voit plus. Bon, une galère. Peu importe. Donc, juste pour vous montrer, parce que j'aime beaucoup la photo, ben, effectivement, hein, pour participer à un cours en ligne, tout le monde le sait aujourd'hui, la plupart des ordinateurs ont des choses qui sont déjà intégrées, mais qu'on peut améliorer si on rajoute des périphériques externes. Donc, hormis ma connexion Internet ici, qui peut passer par le téléphone si j'ai plus le Wi-Fi, si je suis chez Free, ou autre chose, je peux également améliorer mon input audio en utilisant un casque avec un micro. C'est peut-être mieux que le bruit environnement de mon appartement. La vidéo, idem, je peux avoir des caméras alternatives par rapport à la webcam d'un MacBook qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Je peux aussi utiliser mon iPhone pour capturer parce que la caméra est meilleure que mon MacBook. Au niveau vidéo, ben, je peux faire la même chose, hein, c'est-à-dire que en output, je peux avoir des enceintes pour mieux entendre. Je peux avoir un second écran si j'ai la place à la maison et que le labo a bien voulu m'en payer un pour avoir mon écran partagé sur un écran et la fenêtre des participants sur Zoom. Et ensuite, pour l'input, ben là, voilà, j'utilise mon iPad, hein, comme vous voyez. Ben, mes transparents, je les ai pas là. Donc, pour vous voir, je mets mes transparents sur l'iPad de façon à pouvoir voir tous vos visages et vos réactions. Et donc, le partage se fait depuis l'iPad grâce au pen. Je peux annoter. Donc, parfois, je gribouille un peu trop. Dites-le moi si c'est un peu excessif partout. Et classiquement, hein, je peux aussi avoir une tablette au Wacom pour annoter les documents. Bon, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai pas pu m'y faire. Et ensuite, bien évidemment, un clavier et une souris. Donc tout ceci, bah, ça fait on ressemble un peu à ça, quoi, un peu à un cyborg prof.
D'accord? Donc, si on veut tout avoir en même temps, ben voilà, ça donne des images virales. D'accord? Celle-ci, j'avais postée en janvier déjà avant le confinement en France. Bah, elle a fait le tour de Internet. Je comprends pas pourquoi, parce que finalement, ben voilà, on travaille dans de bonnes conditions et puis c'est ça. Voilà, donc après cette présentation très longue, je vous l'accorde et j'en suis désolé, mais j'espère que ça vous a appris peut-être des choses, j'ose espérer. Passons aux données. Donc, commençons par Zoom avec les cours magistraux. Donc, à nouveau, je le répète, Zoom, c'est quoi? Transmission en direct, comme maintenant, mais aussi des enregistrements, comme on fait actuellement. Donc, transmission en direct, c'est tous les lundis matins, en deuxième partie de matinée, pour 1h45. Et à l'issue de cette transmission en direct, comme je l'ai dit, Zoom me met à disposition un rapport concernant le nom et les emails des participants. Donc là, j'ai fait l'appel, pas de problème. Les instants d'arrivée, donc je peux savoir pour quelle durée est-ce qu'une personne a participé ou si elle a été déconnectée à plusieurs reprises. Donc ça, je peux aussi voir si ça a un impact sur leur attention, le fait que leur connexion Internet est mauvaise. Moi, j'ai vu qu'effectivement, j'ai 30 étudiants sur les 248 qui sont déconnectés une fois. 30 seulement. Donc ça va, les connexions Internet tiennent le coup. Et ensuite, pour les enregistrements, bah, des rapports qui me donnent le nombre de vues, ou de téléchargement, si j'autorise le téléchargement de la vidéo. Moi, je n'ai pas autorisé, donc c'est du streaming. Et pour chaque visionnage, la personne qui a visionné et à quel instant il a visionné. D'accord? Donc, des choses nominatives, j'en ai pas fait. D'accord? J'ai strippé le nom des participants, donc je ne suis pas rentré dans ce niveau de détail. Allons-y. Donc, concernant les participants, je rappelle, j'ai 248 étudiants. Ça dure 105 minutes. Donc, en moyenne, j'ai combien d'étudiants? Ben, j'en ai à peu près 120. Ce qui, je peux vous le dire, est remarquable, puisque entre septembre et novembre, on en perd un très grand nombre en cours de route. Donc là, le fait d'en avoir 120, voire 150 à ce moment de l'année, donc vers novembre, c'est quand même assez remarquable. Okay, bon, c'est une expérience qu'on a à Sorbonne dans plusieurs lieux. Donc là, c'est assez remarquable. Et on peut remarquer que la durée ici n'est pas forcément, parfois est inférieure à 105 minutes. Alors ça peut s'expliquer pourquoi, parce que jusqu'ici, c'était les cours qui étaient sur le campus. Certains étudiants participaient sur le campus. Pourquoi? Parce que ma collègue qui est à 8h30 faisait du présentiel. Donc l'étudiant avait le temps de la pause pour se trouver une connexion Wi-Fi potable sur le campus et un endroit où il peut être au calme pour pouvoir suivre le cours. Donc ça faisait qu'ils arrivaient un peu en retard. Et qui plus est, la fin de mon cours se termine toujours par 10 minutes de questions, ce qui fait que certains, je pense, étaient plus pressés d'aller à la cantine pour ne pas avoir la queue au crous et donc préférer quitter avant les questions, quitte à pouvoir les voir en ligne, d'accord? Quitte à les voir, les visionner plus tard, d'accord? En tout cas, depuis qu'on a eu le confinement, ben, on peut remarquer que les gens sont peut-être plus à l'aise, puisque là, c'est fermeture à 50% du campus, donc la plupart étaient chez eux, et là, c'est 100% de personnes chez eux. Donc on voit que le fait de pas être sur le campus, ça leur donne des meilleures conditions pour suivre, d'accord? Plutôt que d'être dans un couloir, dans une bibliothèque, voilà. D'autre part, ce que je montre, c'est le nombre de vues. Et attention, les vues continuent à évoluer dans le temps, hein, puisque les liens ne disparaissent pas, ils expirent pas, ils sont toujours là. Donc, jusqu'au 21 novembre, donc j'ai fait ça, j'ai fait une extraction et j'ai mis à jour les chiffres il y a un peu moins d'une semaine, toujours pour 248 participants. Qu'est-ce qu'on observe? Oh grand Dieu! Eh bien, on est à 400, d'accord? Bon, le premier, bien évidemment, ça devait être la nouveauté. Les gens se sont dit, ah tiens, on va aller voir, c'est rigolo. Bon, très bien. Mais depuis, j'ai quand même un nombre de vies qui excède le nombre d'inscrits. Et voilà. Donc, est-ce qu'un enregistrement est utile? Je vous laisse répondre. Donc, il l'utilise de manière assez intensive. D'accord? Donc, il le voit, donc chaque inscrit voit même plusieurs fois la vidéo. C'est comme ça. Donc là, à nouveau, bon, je montre le confinement, sachant que les chiffres décroît. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été mis à jour et les cours sont trop récents. D'accord? Fort est à parier que dans une semaine, les chiffres vont s'élever. D'accord? Ceux qui sont ici vont être plus élevés la semaine prochaine. Donc le nombre de vues a besoin d'être mis à jour. D'accord? Donc voilà, donc déjà, premier résultat assez intéressant qui, moi, m'a surpris. D'accord? Parce que moi, déjà, me revoir en vidéo, je ne supporte pas. Alors un étudiant, lui, il adore. Très bien, c'est une bonne chose. Alors, bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à savoir quand est-ce qu'il regarde les vidéos. Et là, on peut remarquer qu'on a des pics assez violents ici. Alors, pour ceux qui peuvent me répondre rapidement dans le chat et qui ont un clavier, d'après vous, ça tombe quel jour, là, ce pic? Sachant que moi, je le sais parce que le 4 octobre, c'était mon anniversaire et je sais quel jour de la semaine c'était. D'après vous, ça tombe quel jour?
Eh ouais, Sébastien a entièrement raison. Ça tombe le dimanche. Pourquoi? Parce que le lundi, on a quoi? Le lundi, il y a le devoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étudiants en semaine, en tout cas à Sorbonne, un étudiant par UE, il passe 6 heures avec un enseignant. Ce qui veut dire que dans la semaine, il passe 30 heures en face à face avec un enseignant. Au-delà des 30 heures, je ne suis pas si sûr que même vous, vous ayez envie de revoir les cours ou de travailler. Je suis désolé, en France, c'est un système où on dit qu'une CTS est ceci, cela, donc ils doivent passer 6 heures avec moi en semaine. Bon. Et en plus de ces 6 heures, il faut qu'ils travaillent 10 heures en plus. Ben voilà, ce que ça fait, c'est qu'ils peuvent travailler que les week-ends. Bon, ici, peut-être qu'ils attendent aussi à la dernière minute parce qu'ils sont mal organisés. En tout cas, ça tombe les dimanches. Mais on a un pic assez violent, hein, puisqu'ici, on est à peu près à 120 vues en moyenne le dimanche. D'accord? Sachant que le total s'étale. Aussi, on peut remarquer que les vidéos sont revues, d'accord, de manière régulière. Et ce qui est aussi assez intéressant, vous voyez ce petit pic là ici? Eh bien, vous savez pourquoi il est aussi petit? Tout simplement parce que là, il y avait le partiel. Le partiel est tombé le lendemain de ce dimanche. Alors, autant ils regardent les enregistrements pour faire les devoirs, mais pour le partiel, ils ne regardent pas. Alors ça, c'est étonnant aussi. Alors, comment ils révisent? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, très bien, bon, déjà, je ne suis pas très content de ces résultats-là, parce que moi, je pense qu'un étudiant qui ne se repose pas le week-end, je ne suis pas si sûr qu'il peut tenir 11 semaines sans être carbonisé, sans faire un burn-out. Moi, je pense que oui, mais bon, c'est mon avis. Donc, passer 6 heures avec moi, je ne suis pas si sûr que ce soit très utile. Je ne me trouve pas aussi intéressant que ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pareil pour les TD, puisque je les enregistre. Donc, j'ai un de mes groupes qui a 47 inscrits. Et ce que je suis allé voir, c'est est-ce qu'ils regardent les TD. Donc, bien sûr, le premier, ils l'ont revu, parce que, je ne sais pas, nouveauté, comme d'habitude, etc. Par contre, les autres TD, on voit qu'ils sont assez désintéressés. C'est-à-dire que finalement, moi, je pensais que leur montrer le corriger, le cheminement logique peut être utile pour un étudiant. Là, rien à faire. Ils ne regardent pas. Par contre, quand est-ce qu'ils regardent? Le dimanche de la veille du partiel pour faire leur révision. Alors, ils ne regardent pas les cours d'amphi, par contre, ils bajotent en refaisant les exos qu'on a fait en TD pour se rappeler des corrections et donc ils reviennent sur les enregistrements. Et on voit qu'il y a quand même un pic assez important pour les chapitres qui tombaient à l'examen. D'accord? Donc voilà, donc je trouve ça assez intéressant. Donc je sais que pour certains, vous allez me dire, ouais, mais alors ça, c'est rien de nouveau, on le savait déjà. Pas moi, je suis désolé. Donc voilà, donc j'étais content de pouvoir faire mes petits scripts pour avoir ces résultats-là. Donc voilà. Donc Moodle, grosso modo, ça me donne deux types de résultats. C'est en temps limité un devoir, donc 2 heures. Donc je regarde, est-ce qu'ils utilisaient 2 heures? Donc en durée, combien de temps ça prend? Peut-être qu'il y a des gens qui le font plus rapidement, c'est simple, c'est pas simple. Et la date de soumission, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils le font le devoir? Mais évidemment, hein, vous avez bien compris quand est-ce qu'ils le font le devoir. Hein, allez, vous pouvez tous chatter la réponse. On n'a même pas besoin de voir le graphique. A priori, la plupart des soumissions ont lieu quand? Le dimanche, voire même pire, le lundi à la dernière minute. Donc ça veut dire que vous vous rappelez, ils ont cours de 8h30 à 10h30 avec une collègue et après avec moi. Et j'ai fait l'erreur parce que les collègues étaient d'accord là-dessus. Oui, bien sûr. Donc Olivier, tu peux poster tes réponses dans tes questions dans le chat. Donc, le dimanche, effectivement, un gros pic. Donc, la plupart travaillent le dimanche. Bon, ça veut dire que le samedi, peut-être qu'ils sont tranquilles, ils font d'autres choses. J'ose espérer. En tout cas, le dimanche, ils vont pas à la messe. Ça, c'est sûr, puisqu'ils travaillent sur leurs devoirs. Et que certains, ils attendent le lundi. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils sachent le cours de la collègue, qui se plaignent d'avoir, pour le même amphi, 10 participants. Moi, j'en ai 150 en ligne. Elle en a 10 en amphi. Bon, peu importe. Comme quoi, il y a des gens qui comprennent vraiment que le Covid est grave, mais bon, on a mis 2 mois pour s'en rendre compte à la métropole avant qu'on mette l'université sous clé. Donc voilà, donc le lundi aussi, et bon, c'est une tendance qui avait l'air de se confirmer avec le devoir 4. Donc là, j'en ai mis que 5 pour garder les choses simples. Et puis, j'ai pas eu le temps de mettre à jour les résultats. Je veux dire, les rapports Zoom ou Moodle, c'est des tableurs Excel. Il faut les processer. Je suis pas très bon programmeur, malheureusement, donc j'ai dû me remettre et dépoussiérer tout ça. Donc voilà, donc quelque part, c'est dommage qu'en semaine, ils aient pas le temps de faire du travail personnel. Mais à nouveau, je leur en veux pas parce que je comprends, comme je le répète, 30 heures, c'est énorme. Déjà, nous, je sais pas, en tant qu'enseignant, on est censé faire 35 heures, on en fait plus. Les étudiants veulent pas en faire plus. Ça, c'est sûr. En tout cas, nous, quand on prépare nos cours, eux le font pas. Ça, c'est sûr. Donc, quelque part, il y a peut-être aussi un problème entre ce que nous, on est censé faire et ce qu'on attend d'eux. Alors, durée de réalisation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les soumissions et que j'ai classé le nombre de minutes de réalisation sur les 2 heures
et la note. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai le devoir 1 sur la gauche et le devoir 4 sur la droite. Et ce que j'ai fait ici, c'est que en rouge, j'ai les variations de notes. Donc, c'est toutes les soumissions ici que j'ai mis par ordre croissant de soumission. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que, bon, déjà, que ce soit ici le dimanche, d'accord, ou ici le lundi, bon, ce qu'on peut remarquer, c'est que la durée en minutes, d'accord, n'a pas forcément d'impact, d'accord, sachant que c'est croissant, d'accord, ah non, c'est durée de réalisation, pardon, j'ai rien dit là, oubliez ce que j'ai écrit, oh mon Dieu, c'est le transparent suivant. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que bien évidemment, au cours du semestre, ben, les notes se sont améliorées et elles sont moins étalées. C'est-à-dire quand le devoir 1 où la moyenne a été de 14,3 et qu'ils ont mis, grosso modo, il y a une variation assez élevée des notes, d'accord, puisqu'elles vont de quelque part 17-16 à moins de 8, à moins de 10, aux environs de 8, ben là, les notes sont moins éparpillées avec une meilleure moyenne. Quelque part, c'est positif, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, ce que je représente, c'est le nombre de minutes. Et on peut remarquer, bien évidemment, que moins d'étudiants passent plus de 75 minutes pour faire le devoir, sachant qu'ils ont 120 minutes en tout. Donc, ça veut dire qu'ils sont plus performants. Peut-être. D'accord? Et en tout cas, voilà, la flèche montre bien la façon dont elle est bombée, que typiquement, les durées se sont amoindries et que les étudiants mettent moins de temps et sont plus rapides à compléter le devoir. Il faut dire que le premier était assez compliqué, donc on a dû revoir un peu à la baisse nos exigences. Bon, à partir de là, il y avait quand même des choses qui me turlupinaient, et c'est pour la raison que ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de classer par ordre de réalisation, la durée de réalisation croissante, donc plus de temps y mettre, j'ai fait ça en classant par date de soumission croissante. Donc ça veut dire qu'ici, on est lundi, et là, on est dimanche, quoi, d'accord? C'est grosso modo à la fin de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on observe à nouveau ici? Donc, en rouge, les notes, notées sur 20. En bleu, le nombre de minutes. Donc, bon, j'ai poussé jusqu'à 125 parce que sinon, ça ne s'affiche pas bien. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à nouveau, même remarque. D'accord? Je mets moins de temps pour faire le devoir, puisque ça s'est tassé vers le bas. Hein. Si je regarde le bleu, ben, ça s'est tassé vers le bas, donc je suis plus rapide. Et les notes, elles, se sont améliorées puisqu'elles sont tassées vers le haut. Et qui plus est, si je regarde ici, j'ai des sortes de paliers qui me montrent que beaucoup d'étudiants ont 20. D'accord? Alors, ce qui m'a aussi un peu turlupiné ici dans tout ça, c'est que sur ce devoir-là, il y a des gens qui réussissent à faire le devoir non seulement en temps très rapide, mais qui plus est en moins de 20 minutes. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai classé les devoirs par note croissante. Donc ici, en rouge, vous voyez qu'on a les notes. Et on peut remarquer effectivement qu'on retombe sur la même configuration, à savoir, on a des gens qui font ça en moins de 20 minutes, et depuis le premier devoir, on a même des gens qui mettent ça en moins de 5 minutes. Alors là, 5 minutes, vous allez me dire, là, c'est bon, la messe est dite. La messe est dite. Alors, est-ce qu'il y a triche ou il n'y a pas triche? Alors, regardez, moi, ce qui m'a un peu mis la puce à l'oreille ici, c'est que quand je regarde mes notes, j'ai des paliers. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, pour une même note, bon, un palier ici, hein, pour le même palier, je remarque quoi? Je remarque que j'ai un étudiant qui met beaucoup de temps, et immédiatement après, j'ai quoi? J'ai un étudiant qui met moins de temps. Et là, les paliers sont encore plus marqués. Donc, ça veut dire quoi ici? C'est d'ailleurs qu'il y a une sorte de pattern où sur une même note, j'ai des gens qui mettent beaucoup de temps et d'autres qui mettent beaucoup moins de temps. Bon, vous allez me dire, ouais, ben, c'est les gens qui ont triché les uns sur les autres. Très bien. Voyons voir ce que j'ai fait. Donc moi, j'ai quand même fait l'hypothèse de me dire que les étudiants, quand ils appartiennent à un palier, c'est qu'ils travaillent en équipe. Ça veut dire quoi travailler en équipe pour moi? Ça veut dire que les étudiants se réunissent ensemble, de manière volontaire ou opportuniste parce qu'ils se croisent à la bibliothèque. Ils se disent, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le devoir? Ah ben tiens, on va travailler ensemble sur le devoir. Donc il y en a un qui ouvre le Moodle, qui du coup a accès à l'énoncé. Tout le monde travaille en équipe pour obtenir les réponses de manière collective. Et dès qu'ils ont obtenu les réponses collectives, ben, les autres membres, sachant que Moodle est super sensible avec le CAS de Sorbonne, c'est que si je suis inactif, on me délogue. Bon, du coup, il n'y a pas intérêt, une fois avoir rempli les réponses, d'attendre en se tournant les pouces, sinon on perd nos réponses. Donc du coup, et ça, il ne faut pas le dire, parce que s'ils ont la puce à l'oreille, là, mes calculs vont être faussés pour les années à venir. Donc ici,
C'est ça le travail d'équipe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un algorithme qui identifie mes clusters, mes équipes, où je prends les étudiants qui ont la même note, puisqu'ils ont travaillé ensemble et qu'ils ont tous exactement la même copie, et que, typiquement, tous travaillent dans une tranche horaire de 2 heures, puisqu'ils ne peuvent pas aller au-delà, et ils soumettent en même temps dans cette tranche de 2 heures. Alors, bien évidemment, les gens qui n'appartiennent pas à cette définition-là, je les classe comme étant des suspects. Alors, j'attire votre attention sur le fait que je suis quand même vachement conservateur. C'est-à-dire que imaginez que je suis à la bibliothèque, je travaille avec des camarades, j'ai pas mon ordinateur, je note les réponses sur un papier, je rentre chez moi plus tard, je les soumets, je suis pas un tricheur. Mais moi, je les suspecte quand même, ces personnes-là. D'accord? Donc, attention, je n'ai pas envie de dire qu'ici, c'est quelque chose de très mauvais. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais peut-être qu'ils sont à la bibliothèque, il y en a un qui met un flingue sur la tempe de son camarade, lui dit, vas-y, pour les réponses, j'ai besoin des réponses. Bon, ce qu'il faut comprendre, et je pense que tout enseignant n'a pas forcément cette clairvoyance, c'est de se dire que pour qu'il y ait un tricheur, il faut qu'il y ait un pigeon. Alors, plus vous avez des tricheurs, plus vous pensez qu'il y a des pigeons. Moi, je pense pas quand même. Alors, autant je pense pas qu'il y ait des tricheurs, mais alors des pigeons, encore moins. Donc, c'est pour ça que je crois au travail d'équipe. Allons-y. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout simplement extrait pour tout l'amphi donc les nombres de soumissions. Donc, comme on voit, tout le monde ne soumet pas parce qu'il y a des gens qui sont sur les 248 inscrits qui sont arrivés en retard. Donc, c'est pour ça qu'ici, la première semaine, vous savez, il y a toujours des problèmes de visa avec la France. Les gens n'étaient pas là. Et pour le reste des devoirs, c'est des gens qui sont exemptés de contrôle continu parce qu'ils ont redoublé et compagnie ou parce qu'ils travaillent à côté. Alors, j'ai la durée moyenne. Alors, ce qu'on voit, c'est que bien évidemment, au cours du semestre, les gens sont bien meilleurs à faire les devoirs. Mais ça, c'est général à tout l'amphi. Donc, les devoirs, ils les comprennent mieux, ils travaillent de manière plus efficace, ils suivent mieux les cours, donc ils savent mieux répondre aux questions. Donc, comme quoi, il y a une amélioration. Et la moyenne aussi s'est améliorée. Donc, ça, c'est quelque chose de positif. Donc, la durée diminue, les notes augmentent. Mais ça, c'est général à tout l'amphi. Ensuite, ce que j'ai fait avec mon algorithme de clusterisation, je suis allé chercher donc, ces fameux étudiants qui travaillent pendant 2 heures ensemble et qui obtiennent la même note. Donc, qui soumettent dans la même période. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que j'ai des clusters, j'en ai à peu près une trentaine en moyenne. Une trentaine de clusters. Et que, en moyenne, ces clusters, c'est à peu près 3 étudiants. D'accord? Non, ouais, la taille moyenne des clusters, sachant que 30 clusters, c'est à peu près un certain nombre, un nombre total d'étudiants. Mais par cluster, j'en ai à peu près 3. Alors, si je regarde la durée moyenne, et puis je vous mets le résumé, si je regarde la durée moyenne, être en équipe, ça ne veut pas dire que je travaille moins qu'un étudiant isolé du reste de l'amphi, mais par contre, j'obtiens une meilleure moyenne. Donc, ça voudrait dire que le travail d'équipe, finalement, c'est pas diviser pour mieux régner, c'est-à-dire que, oh, je fais une question, tu fais la suivante. Non, les questions dépendent les unes des autres, donc du coup, je ne peux pas diviser pour mieux régner. Mais ça veut dire que je travaille aussi pour pouvoir échanger des idées et pas seulement pour prendre au plus vite la réponse parce que j'ai pas que ça à faire. Non, leur but, c'est vraiment d'avoir des bonnes notes, de se clusteriser ensemble pour avoir des notes qui soient donc correctes. Et là, comme on voit, c'est payant puisque la moyenne est améliorée. OK? Donc, suite à ça, j'identifie les suspects. Donc, toutes les personnes qui soumettent en moins de 10 minutes, là, j'ai mis 10 minutes, peu importe, et qui pourtant n'appartiennent pas au fameux cluster de 2 heures, à des équipes qui travaillent en équipe sur une période de 2 heures, et que ce que j'ai ici, voilà, le résumé, c'est qu'ils soumettent en 5 minutes vers 4 minutes en moyenne, donc forcément il y a de la triche, et que leur moyenne n'est pas forcément aussi bonne que celle en équipe, mais elle correspond à la moyenne générale de l'amphi. D'accord? Donc, être tricheur, voilà, ça vous donne au moins la note moyenne. Donc, ça vous donne pas une note excellente. Donc, c'est-à-dire que je triche pas forcément sur les meilleurs étudiants. Mais en tout cas, quand je suis un suspect, c'est pas forcément positif, mis à part qu'effectivement, j'ai mis 5 minutes pour le faire. À nouveau, je répète, parmi les suspects, j'ai aussi les étudiants qui peut-être ont travaillé sur le campus en équipe, qui n'avaient pas accès à Internet ou qui n'avaient pas d'ordinateur, qui ont noté les réponses et qui sont rentrés chez eux et soumettent. Alors, ce que j'ai cherché à faire après, et vous inquiétez pas, on en arrive quasiment à la fin, donc je sais que je suis très long. J'ai pas vu quelle heure il est parce que là, ah oui, ouais, ça fait plus d'1 heure là. Oh là là. Oui, ça fait même beaucoup plus. Non, ça fait quasiment 1 heure. Allez, rapidement. Donc, voici juste un résumé de ce que je vous ai dit. Donc, ce que j'ai cherché à faire ici, c'est à faire une étude de fréquence, de voir quel est en fréquence par étudiant le comportement. D'accord? Et on remarque que la plupart du temps, pour 80% des étudiants, sachant que j'ai mes clusters, ils y travaillent soit seuls, pour 30% des temps, soit en équipe. Donc, ça veut dire que, à nouveau, j'ai pu remarquer que uniquement moins de 1% sont systématiquement en équipe lorsqu'ils font leurs devoirs. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que être en équipe, c'est quelque chose d'opportuniste.
D'accord? Je traîne à la bibliothèque, je vois des camarades, je dis, bah, vous faites quoi? On fait le devoir ensemble? Ok, allons-y. Et on verra tout à l'heure dans le transparent que les membres des équipes changent. Donc, il n'y a pas une organisation en binôme ou en trinôme où les étudiants se réunissent toutes les semaines pour faire les devoirs. Bon, c'est plus quelque chose d'opportuniste. Concernant les suspects, ben, on voit que là, j'ai aucun suspect qui est triché pour l'ensemble de tous les devoirs, que c'est quelque chose qui se passe de manière ponctuelle, mais qu'en tout cas, pour 30%, alors là, le truc orange, j'ai pas eu la place, mais ça, c'est 3% des cas, ils sont seuls. Et lorsqu'ils trichent, c'est ponctuellement alors qu'ils étaient seuls le reste du temps. Et en bleu, d'accord? Donc, et là, vraiment, on est vraiment, non, en rouge, pardon, ici, d'accord? On est sur quoi? On est sur des gens qui travaillent aussi bien en seul, en équipe, et qui sont suspectés. Donc, est-ce que finalement, ces suspects, c'est pas des gens qui étaient en équipe, mais qui ont soumis plus tard? Je ne saurais trop dire. Mais pour asseoir ces résultats, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes 5 devoirs et j'ai cherché à savoir la pourcentage d'étudiants qui travaillent systématiquement seuls, en équipe tout seul, ou qui trichent tout le temps. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, hein, quasiment 20% des étudiants ont fait leurs devoirs seuls, que parfois, ils peuvent travailler en équipe. Hein. Donc là, vous voyez, c'est quand il y a du bleu et du vert. Donc le bleu, c'est en équipe, en vert, c'est seul. Et concernant les suspects, ben, ce qu'on remarque, c'est que j'en ai 5,7% qui ont triché pour au moins 2 devoirs. Ça fait 14 inscrits sur 248. J'en ai 7 qui ont triché pour au moins 4 devoirs. Et j'en ai 0% qui ont été identifiés comme suspects pour l'ensemble de tous les devoirs. Donc ça voudrait dire que être suspect, finalement, c'est peut-être quelque chose qui est lié au fait que cette semaine, j'ai pas eu le temps de faire mon devoir. Je demande à un pote, je lui dis, bon, écoute, j'ai eu un problème avec ma petite amie, j'ai dû visiter ma grand-mère qui est à l'hôpital, j'ai pas eu le temps de faire mon devoir le week-end. Est-ce que tu peux me passer des réponses de manière exceptionnelle? Donc, j'ai plus l'impression que c'est pas une triche systématisée, organisée, mais c'est plus quelque chose d'opportuniste. J'essaie d'éviter un zéro. Il est lundi matin, j'ai pas eu le temps, s'il te plaît, aide-moi. J'ai plus l'impression que c'est ça. OK, pour finir, de transparence sur la localisation. En me basant sur les IP qui ont été enregistrés dans Moodle, ce que je montre ici, c'est pour chacun des devoirs où sont les étudiants. Et ça, c'est un truc incroyable. Ben non, ils sont tous pas à Paris. Non pas que je pense que voilà, il y a Paris et rien d'autre en France, mais non, ils sont pas tous à Paris. Donc ça veut dire que peut-être le week-end ils voyagent, ils vont voir leurs parents qui sont en province. Et que j'en ai aussi qui sont partout dans le monde. J'en ai en Corée, j'en ai aux États-Unis, j'en ai en Roumanie. Vous voyez la liste ici. Donc, il y a des étudiants qui étudient à distance. Si je ne faisais pas Zoom, alors oui, ça c'est une bonne raison, mais non, j'ai identifié les étudiants et c'est pas les VPN. Je les ai interrogés du coup pour savoir. Donc oui, j'en ai un, j'ai un chypriote, j'ai un étudiant qui est parti quelques semaines à Séoul pour des problèmes familiaux, et j'ai une américaine, deux américaines, pardon, une à Chicago et une en Floride, et donc qui bossent. Donc voilà, donc ça c'est des choses intéressantes. Pourquoi? Parce que si je ne faisais pas Zoom, mais si c'était pas sur Moodle et que je leur demandais un rendu papier, à ces gens-là, on n'aurait pas pu les avoir. Donc, vous savez, Sorbonne est en phase d'internationalisation de son public, etc. Ben, voilà, quelque part, c'est intéressant. Alors, un truc qui doit aussi être assez intéressant et qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est que j'ai personne en Afrique du Nord, sachant qu'on a un grand public qui vient de là-bas. Tout simplement pourquoi? Parce que les IP de ces opérateurs, c'est les opérateurs français et que les IP sont flagués comme étant à la métropole, alors que si ça se trouve, c'est les IP qui sont en Afrique du Nord. D'accord? Donc ça, j'ai pas pu trouver un moyen d'identifier où étaient ces personnes. Donc juste une petite animation pour vous voir selon les devoirs où sont les gens. Et donc on remarque que confinement ou pas, ben, ils sont pas forcément tous à Paris. Bon, on a un cluster à Paris, c'est sûr, mais ils sont pas forcément à Paris. Et j'ai pas montré les autres pays pour avoir une map un peu plus comment dire, un peu plus centrée. Donc voilà, donc pour juste la localisation, vous montrer qu'après le confinement, ben, bien évidemment, hein, les gens qui faisaient leurs devoirs sur le campus, ben, on était à 15% à peu près. Après le confinement et la fermeture graduelle du campus, ben, on est passé à 2%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des étudiants qui vont à Jussieu, qui ont des autorisations exceptionnelles parce qu'ils n'ont pas Internet chez eux ou ils n'ont pas d'ordinateur. Et concernant les clusters, alors là, j'ai identifié les clusters d'IP. Alors sur Jussieu, c'est vachement plus compliqué. Donc regardez pas trop le campus, mais j'ai remarqué, bon ça peut être des gens qui sont chez eux en coloc. Donc, les seuls gens qui travaillent en groupe aujourd'hui, c'est les gens qui sont au même domicile. Alors, est-ce que c'est des colocs ou des gens qui se rendent visite alors que c'est interdit? J'en sais trop rien. Donc là, je suis en train de un peu explorer plus ces données. Donc, conclusion, et désolé d'avoir été aussi long. Donc, à nouveau, quelques conclusions rapides. Les étudiants ne participent pas à tous les cours.
c'est un cas, c'est un fait. Moi, j'en ai 150, je suis très heureux et je remercie Dieu pour ça. Mais non, d'habitude, c'est beaucoup moins. Mais par contre, ils visionnent les enregistrements fréquemment. Donc, vous allez me dire, oui, mais ils lisent pas les bouquins. Ah ouais, mais aujourd'hui, avoir un bouquin de référence, il faut qu'il soit à la bibliothèque, il faut qu'il y ait 300 exemplaires disponibles. C'est des choses qu'on fait pas à Sorbonne. Donc, finalement, avoir les enregistrements, ben, ça les aide. Mais aussi, ils visionnent les enregistrements. Pourquoi? Parce qu'il y a un devoir. Donc, c'est-à-dire que sans devoir, est-ce qu'ils auraient fait ce travail de révision? Peut-être pas. Et c'est vrai qu'un étudiant, ben, il relit ses slides, il dit bon d'accord, j'ai tout compris. Ah ouais, des slides, c'est pas assez. Et leur demander d'aller lire des chapitres de bouquins, aujourd'hui, moi, j'y crois plus. Malheureusement, on n'a plus ce profil étudiant. Ouais, au lieu de faire du Netflix, ben là, il fait du Zoom et puis il me regarde en vidéo. Ben, c'est peut-être pas plus mal. Pour les travaux dirigés, même remarque, les enregistrements sont utiles, mais ils les utilisent exclusivement à la veille des examens. D'accord? Donc, c'est uniquement si à nouveau, il y a une carotte. C'est comme ça. Donc malheureusement, ça veut dire que donc du coup faire une évaluation, et je le montrerai dans les recommandations, qui est purement épisodique en milieu de semestre, en fin de semestre, bah, si vous pensez qu'ils travaillent entre-temps, les étudiants, c'est faux. Donc les devoirs à la maison, ben, a priori, moi j'ai pu voir que mes étudiants ne trichent pas, en tout cas de manière extensive. D'accord? On en a vu, il y en a 7 qui l'ont fait pour 4 devoirs. 7, c'était pas énorme. C'est le prix à payer. Moi, je demande à mes collègues, tu penses qu'il y aura combien de tricheurs? Ils disent, oh, il y aura 50%. Comment t'enseignes 50% de personnes en qui tu n'as pas confiance et qui te poignardent dans le dos le reste du temps? Moi, je sais pas, j'aime pas ce genre d'attitude, mais bon. Voilà. Donc, ils travaillent parfois en équipe et quand ils le travaillent, et à mon sens, lorsqu'ils sont en équipe, c'est de manière opportuniste. C'est-à-dire que c'est pas genre un groupe de potes qui se connaît depuis le collège et qui continuent à travailler ensemble. Non, c'est des gens qui se réunissent. Quand ils sont au même endroit, au même moment, ben, ils travaillent ensemble et principalement quand ça arrive, c'est quand ils sont au campus. Donc, le campus est important puisque ça crée des lieux de rencontre et ça, je dois m'incliner. Puisque même depuis le confinement, ben, j'ai pas pu identifier, d'accord, des gens qui puissent travailler ensemble. Donc, ils obtiennent de meilleurs résultats. Oui, donc très clairement, le travail en équipe est payant et ça permet de me remplacer. Si je suis pas là pour répondre à leurs questions, ben leurs camarades leur répondent. Donc, quelque part, c'est une approche pair à pair. Hein. Plus on est de fous, mieux c'est. Les devoirs à la maison, de plus, donc sont faits le week-end. Donc ça, à nouveau, c'est dramatique pour moi. Donc, faut-il qu'ils passent autant d'heures en présence d'un enseignant? Je pense que non. Je pense clairement que non. Mais à la fois, il faut bien que je fasse mes 192 heures, n'est-ce pas? Donc, à la fois, le problème de l'enseignement français, est-ce que c'est pas ces 192 heures qui, du coup, pour pas faire 6 cours à la fois, pour en faire que 3 dans l'année, ben, il faut que je passe 6 heures avec un étudiant, sinon il faudrait que je prépare 6 cours. Donc voilà, 192 heures, à mon sens. Bon, peu importe, je sais qu'il y a des gens qui adorent ce genre de choses, mais moi, personnellement, j'identifie que c'est un problème, puisque l'étudiant ne peut plus travailler tout seul. Les étudiants ont des impératifs qui fait que ils sont pas toujours à Paris. Ah ouais, ils sont pas toujours à Paris, donc ils sont un peu partout. Nous aussi d'ailleurs, parfois il faut qu'on voyage et si on n'a pas la possibilité de faire ça en ligne, il faut qu'on déplace les cours, c'est tout un bazar. Enfin, à Sorbonne, c'est impossible. Donc du coup, proposer des cours dématérialisés indépendamment de où on est, ça peut être utile. L'autocorrection des devoirs, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être étudié. Pourquoi? Parce que ça permet de concevoir de meilleurs énoncés, d'augmenter la fréquence des devoirs. Et comme on l'a vu, sans devoir, il n'y a pas de travail personnel. Donc malheureusement, les étudiants en ont besoin. Et ça nous permet aussi de mesurer la progression hebdomadaire de l'étudiant. Donc c'est-à-dire qu'en fin d'année, s'il y a un incident à l'examen, maintenant, moi je fais plus comme mes collègues, je multiplie pas par 0,2 toutes les notes parce que la moyenne n'est pas bonne. Non, je sais si un étudiant mérite de voir sa note augmenter. Pourquoi est-ce que je mettrais le même coefficient pour tout le monde? Il y en a qui n'ont pas bossé dans le lot. Alors tout ça parce que la moyenne n'est pas bonne et l'UFR va pas aimer. Ben non, là au moins j'ai les preuves. Si sur 11 semaines, il n'a pas eu la moyenne, c'est qu'il n'est pas bon et qu'il mérite de redoubler. Peu importe. La correction au tableau des devoirs n'est plus la seule solution, d'accord, puisqu'on peut faire des feedbacks intégrés aux devoirs. Donc on peut aussi leur apprendre au travers de les erreurs en automatisant des feedbacks. Donc, il n'a plus besoin que moi, avec la crèche, je lui dis, c'est pas bien, tu t'es trompé. Là, personnellement, il peut avoir un retour selon sa réponse. Donc, au tableau, je suis plus obligé de lister toutes les erreurs qu'ils ont pu faire. Ils le voient eux-mêmes et ils ont un feedback. Donc, ça, c'est pratique. Et en termes de recommandations, donc, du coup, les cours magistraux, des présences obligatoires pour moi, non. C'est plus une réalité, d'accord? Donc, le fameux modèle dont on parle depuis un certain nombre d'années, le Flip Classrooms, où on demande à l'étudiant de regarder une vidéo
et de passer du temps avec moi juste pour faire la résolution de problèmes, c'est peut-être plus adapté, puisque la preuve, les enregistrements sont très utiles pour l'étudiant. Le taux continu, il faut l'augmenter. Pourquoi? Parce que l'étudiant travaille pour la gagne. Alors, c'est une manière polie de dire qu'il travaille pour la carotte, mais non, il travaille pour la gagne. C'est s'il y a une note. Et hormis notre rôle en tant que prof, c'est pas de mâcher le travail et de lire un bouquin et de leur faire à l'oral, ou de donner un corrigé au tableau qu'ils vont prendre en photo et c'est tout. Non, c'est aussi de leur donner les moyens de les évaluer, de leur donner une note et de leur dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc un retour quantifié et non pas qualitatif, au travers donc de devoirs qui, autocorrigés, ne donnent plus aucune raison de ne plus être hebdomadaire. D'autoriser le travail en équipe et de le systématiser peut-être en créant des groupes, je ne sais pas, ou d'intégrer dans la note le fait qu'ils travaillent à plusieurs, parce qu'ils vont le faire, d'accord? Et effectivement, automatiser le feedback, hormis la note, donner aussi des commentaires un peu plus précis pour chaque devoir, puisque ça peut passer le faire à échelle, puisqu'on peut remarquer que par devoir, généralement, les erreurs sont assez classiques. Ils font plus ou moins toujours les mêmes types d'erreurs, d'accord? Donc, concernant les épreuves écrites, je suis désolé, mais 4 heures d'épreuve, tout ça pour évaluer un semestre, moi, j'y crois plus. D'accord? Donc oui, s'il y a plantage, c'est pas grave, on multiplie par de la note. Bah ouais, bon, très bien, peut-être, d'accord, mais non, pas pour moi. Donc en tout cas, moi, pour l'examen, ce que j'ai fait, et j'ai pas eu le temps de mettre les résultats aujourd'hui, mais j'en ai aussi pour l'examen qui a eu lieu en ligne, j'ai créé des sujets aléatoires. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un même énoncé avec des données différentes. Et pour 3 problèmes, j'avais 6 versions différentes. Moodle pioche une des 6 versions de chaque question. Ça me fait combien de combinaisons? Faites le calcul, j'en ai quasiment autant que d'étudiants. Donc même s'ils veulent tricher entre pairs, ils n'auront jamais le même sujet. Peut-être un exercice identique, mais pas deux, c'est sûr, ni trois. Et ensuite, on peut aussi utiliser d'autres outils, hein. Il y a des navigateurs qui se ferment dès lors que je passe sur une autre application. J'ai des systèmes où je peux surveiller les IP pour voir qui était au même endroit, d'accord, s'ils étaient dans la même salle. Donc, on peut faire des choses qui font que les examens en ligne peuvent également être une réalité. Donc voilà, je suis désolé d'avoir été aussi long. Alors attendez, j'avais un super transparent de conclusion, désolé. Donc voilà, donc place de discussion. Donc désolé d'avoir été plus long. Donc ce que je propose, c'est peut-être d'arrêter l'enregistrement pour l'instant, de vous laisser lire la petite pancarte qui dit qu'effectivement, au même titre que on peut remplacer une réunion par un email, on peut remplacer un cours par Zoom. Pourquoi pas? D'accord? Ok. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. Désolé d'avoir été long. Je sais que certains d'entre vous ont dû quitter avant la fin. Voilà, donc place aux discussions. Donc, je ne sais pas comment faire. J'imagine que vous pouvez tous poser vos questions à l'oral. Il n'y a aucun problème pour moi. Je vais juste arrêter.